J'avais le choix. Mais c'est par un jeune homme un peu gras, coiffé d'un bonnet de velours, que j'ai eu envie de commencer. Ils étaient une centaine, bien alignés le long des murs de la salle du Grand Conseil. Mais lui, avec son menton plié en deux comme une paire de fesses délicatement posées sur un col de dentelle, son front jaune, trop verni, et son petit air de chef-d'œuvre, il m'avait tout de suite agacé. Il payerait le premier. Je traversais la salle du Grand Conseil, toute dorée, toute sculptée, magnifique. Magnifique, comme le reste, comme tout le reste. Dehors, dedans, en haut, en bas, partout. L'air, le ciel, les rues, les maisons, les églises, les palais, les barques, les canaux, les ponts en pierre, en bois, en marbre, magnifiques. Sans compter l'eau qui dédouble tout ça. L'eau qui redouble le tout pour rattraper ceux à qui ça aurait pu échapper. Ceux qui tenteraient de s'échapper de la magnifique beauté d'Othello City. L'eau là, leur rebalance encore un coup. À Venise, avec la flotte, tout est magnifique 2 fois. On n'y coupe pas. Je me suis approchée de lui comme les autres, émue devant la perfection, la bouche entr'ouverte, prête à soupirer, admirative. L'œil agrandi par son élégance, j'avançais, planquant ma haine au mieux. Parce que cette fois, il ne m'aurait pas, ni lui, ni ses sublimes copains, ni la place Saint-Marc, ni la Fenice, le Rialto ou les Pigeons, ni le Palais Balbi, la Trattoria Pesaro, ou ni même les rats, qui ici finissent par être séduisants, tant ils sont pollués par les charmes des vierges à l'enfant qui partout bordent les égouts. Ma main ne tremblait pas du tout. Je lui avais tout de même mis un gant par précaution. Elle aurait pu succomber à la douceur de son regard, fondre, s'amollir, irradiée par sa fraîche beauté. Mais je lui avais mis une combinaison de plomb à ma main. Elle ne tremblait pas, au contraire, elle piaffait. Vas-y. Et d'un seul coup, je lui fichais mon rasoir sous l'œil et lui découpais la joue et puis le cou, et puis remontais vers le nez que je tronçonnais en lamelles. Ah, tailladé, un Véronèse à 3 heures de l'après-midi au cœur du palais des Doges. Le voir se fondre, se casser, se cornir comme un vieux hareng, mais quel délice, quel air pur soudain. Et puis, continuer avec 2 tournevis, sur les Tiepolo et les Titiens, arracher la trogne douceâtre de Saint-Jean et celle édentée de Luc l'évangéliste, déglinguer un triptyque, couper les fesses énormes des grâces qui se pavanent devant Mercure, pour s'apercevoir à 7 heures du soir qu'il ne vous reste plus qu'à taillader une grande fresque du Tintoret pour que l'endroit soit désormais totalement inoffensif, sans risque. Plus de danger qu'il vous colle l'extase, l'ivresse du Quattrocento, la griserie des chefs-d'œuvre qui vous bouleverse la composition sanguine et vous exagère les sens. Parce que quoi? Charles, quoi, Charles? Il avait juste une petite bondaison pour moi. Une fierté de la verge, un élan, une chaleur des reins, mais enfin pas plus. Seulement, dans cette confiture de splendeur, ça vous apparaît comme de l'amour et vous aimez, vous aimez, vous aimez le cœur, mis en apesanteur par le charme toxique des mosaïques, tandis que les perfides sonorités des campaniles à la tombée du jour transforment petit à petit le type insignifiant qui vous tient la main en quelque chose de proche de l'idéal. Sans compter les gondoles, je les ai toutes coulées. Les gondoles dont la danse imbécile vous multiplie tout à fait anormalement les sentiments, parce qu'il était insignifiant, Charles. Ah ça oui, vraiment, médiocre, piteux, quelconque. Et ces angelots en stuc qui lui donnaient un air si doux, croyez-moi, ils ont giclé. Le palais des Doges s'est effondré vers 23 heures, entraînant dans sa chute la tour de l'horloge. De la chance. Tout de suite après, j'ai attaqué à la masse une dizaine de parvis byzantins. À minuit,
l'arche brisée par la dégringolade de 6 apôtres en bronze, le pont des soupirs se noyait, relâchant par une grille des souvenirs malodorants. À l'aube, le feu cramait la rive gauche du Grand Canal. L'église de la Salute péta d'un coup. Boum! Trop de somptuosité accumulée dégage probablement un gaz. Et au matin, l'Est, le Sud et l'extrême nord de Venise agonisaient. Mais rien n'était gagné. Les palais Rezzonico, Dandolo et Grassi étaient toujours bien vivants, se fardant tranquillement la façade avec la levée du soleil. Odieuse mascarade, et il ne fallait pas traîner. 2 jours pour détruire Venise, c'est juste, serré même. Il fallait la garrotter très vite avant qu'elle ait le temps de réagir, de séduire, de tromper et de m'avoir à nouveau. Ah, tuer Charles, bien sûr, aurait été plus facile. Quant à notre retour d'Italie, il m'a quitté pour cette jeune femme rousse qui ressemblait à un dindon. Ah, j'ai hésité. J'ai même acheté un revolver. Et boum, une balle là, juste au-dessous de ses gros sourcils noirs. Et en 10 secondes, mais tout était réglé. Seulement, finalement, j'ai opté pour le massacre de Venise. La zigouillée. C'était elle, la garce, le poison. Pas ce pauvre branlotin qu'elle avait déguisé en amour fou. J'ai pris le train un lundi soir. Jeudi matin, le délicieux hôtel d'Agnelli, dont la grâce vénéneuse avait pendant 3 nuits donné à Charles les traits de l'homme de ma vie, terminait de s'enfoncer dans la vase. Venise était rasée. Aujourd'hui, il ne reste plus que la lagune et la mer. Pourtant, soyez tout de même prudents, n'y emmenez personne. On dit qu'il y a encore un risque de charme dans la région pendant au moins 30 ans. Jean? Oui, ma chère? Hugues Jean, lorsque vous dites que ce pauvre Constant a un panari mal placé, j'ai du mal à comprendre. Mais qu'y a-t-il à comprendre, Luciane? Il a un panari mal placé, un point, c'est tout. Oui, mais comment peut-on avoir un panari mal placé, Hugues Jean? Mais je l'ignore, Luciane. Probablement comme on peut avoir une narine mal placée ou une oreille mal placée. Mais non. Bon, alors comme une voiture mal placée, ça vous va? Hugues Jean, je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée. Devant une porte cochère, par exemple. Mais un panari, c'est impossible. Ah bon? C'est nouveau, ça? Mais pas du tout, c'est très vieux. Ça date de l'apparition du panari. Luciane, vous voulez me faire avaler que le panari est né bien placé? D'une certaine façon, oui. Alors ça, c'est la meilleure. Mais Hugues Jean, je vous en prie, contrôlez-vous. Luciane, vous me jetez tout de go entre l'asperge et la poire, une histoire de panari à dormir debout, et vous voudriez que je reste morne? C'est mal me connaître. Hugues Jean, le panari est-il toujours, oui ou non, placé au bout du doigt près de l'ongle? Oui ou non? Ça m'est égal. Ah non, mais je rêve. Mon propre mari refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Et où voulez-vous qu'il soit placé, le panari? Où? Sur le mollet? Dans les cheveux? Sous la langue? Luciane, si vous continuez à m'emmerder avec votre panari, je vous préviens, je vous plante là et je vais prendre une cuite avec Virdieu-Mondricourt. Qui vous racontera pour la 1000e fois comment il a perdu un testicule en Indochine? Ça, vous ne vous en lassez pas. Non, parce que ce testicule, lui, était mal placé et c'est quand même plus humain que votre panari qui ne l'est soi-disant jamais. Ah tiens, le testicule du capitaine Virdieu-Mondricourt était mal placé? C'est nouveau, ça. Non, Luciane, ce n'est pas nouveau, ça date de la naissance de Virdieu-Mondricourt. Oui, peut-on savoir où était ce fameux testicule mal placé? Là. Où là? Là, au bout de l'index. Vous plaisantez. Ah non, Luciane, un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il paraît qu'il était magnifique. Lorsqu'il saluait ses hommes, la vue de la virilité de leur chef venant cogner son képi leur donnait force et courage. Il se sentait invincible. C'était un panari.
Ah non, là, je ne vous permets pas. Au bout du doigt, ce n'était pas un testicule, c'était un panari. Vous insultez l'armée française. Ah non, Hugues-Jean, ça vous ne me le ferez pas gober. Mon feu père était général, je vous le rappelle. Mais je m'en souviens parfaitement. Vous semblez oublier que je vous ai aimé parce que vous aviez son menton. Eh bien, je vous le dis tout net, Hugues-Jean. Mon père aurait ri. Je dis bien ri. Vous savez comme il avait du mal à rire avec ce sabre qui lui avait traversé la mâchoire. Eh bien, je suis sûre que mon père aurait ri si l'un de ses officiers avait prétendu avoir une couille au bout du doigt. J'ai trop d'estime pour votre père, Luciane. Vous comprendrez, j'en suis sûr, que je ne puis continuer à me sustenter pendant qu'on salit sa mémoire. Vous battez en retraite, Hugues-Jean, comme à chaque fois que vous sentez la bataille perdue. Je vous souhaite un très agréable dessert, ma chère amie. J'ai honte de vous avoir épousé, honte. Vous êtes un lâche, Hugues-Jean, un lâche. C'est de ma faute. Mais les hommes ont horreur qu'on leur tienne tête avec cette histoire de panari. Je le sais, ils me quittent tous pour la même raison. Mais c'est plus fort que moi, j'adore parler de panari. Je n'y peux rien. Alors ça, mademoiselle, appelez-moi le directeur. C'est tout de même incroyable. Vous m'avez fait appeler, madame? Oui, regardez ça. Dans un palace de cette catégorie, une feuille morte. Cette feuille que nous aimions tant nous a quittés par ce beau matin de soleil. Ça fait tout de même très désordre, cette... Un peu de silence, madame. Un peu de tenue. Vous êtes en présence d'une morte, pas à la fois. Elle avait en elle l'espoir que portent tous les printemps. J'espère qu'elle n'a pas trop souffert. Et elle est là, ici, et nous, avec la vie qui continue. Autre chose, madame? Non, laissez-moi seule avec elle. Bien, madame. Je l'aurai. Un jour, je l'aurai. Et vous y pensez souvent? À chaque fois que je prends le train. C'est peut-être le roulement. Je ne sais pas. Le roulement, ça rend souvent penseur. En tout cas, dès que je vois défiler à travers la vitre toutes ces maisons, ces rues, ces églises, je me demande ce qui pousse les hommes à marcher, à courir, à attendre le bus, à sortir les vaches, à partir dans un sens, à courir dans un autre. Je vais vous demander de pencher légèrement la tête, merci. Ce qui pousse les hommes à faire ceci plutôt qu'à ne rien faire, il doit bien y avoir une force qui les pousse à faire cela. Ils ne font pas ça d'eux-mêmes, non, ce n'est pas possible. Je commence par 1 centimètre partout, et puis vous me direz. Labourer, traire, attendre le train, sortir les vaches, stocker des hydrocarbures, consigner un bail. Non mais franchement, stocker des hydrocarbures, vous trouvez ça naturel, vous? Il sera toujours temps de faire plus court, si vous le souhaitez. Joindre, vernir, pédaler, franchement, pédaler, vous trouvez ça normal? Je ne me rends pas bien compte. Et vous tenir debout? Tenir debout?
Oui, là, comme ça, là, les 2 pieds sur le carrelage, vous trouvez ça normal? Oh, bah, j'ai l'impression, ouais. Eh bien, ça ne l'est pas. Ah bon? Ah non, vous devriez pouvoir vous envoler. Vous voulez dire en l'air? Mais oui, mais seulement il y a une force qui vous en empêche. Ça alors? Une force qui vous contraint comme 6 milliards d'êtres humains à rester collés sur le sol? Non. Si. L'attraction universelle. Découverte par Newton en regardant tomber une pomme. En anglais. Mais oui. Il s'est posé cette simple question. Pourquoi la pomme tombe par terre? Est-ce qu'il est normal qu'elle se dirige vers le sol? Ils sont incroyables, ces Anglais. Hein. Oui, mais moi, je vous demande aujourd'hui... électrifier une zone. Améliorer la race humaine. Vous trouvez ça normal? Vous voulez dire par rapport à la pomme? Non, par rapport à l'homme, Georgette. Pourquoi massicoter? Pourquoi vernir? Pourquoi refaire un ourlet? Pourquoi repeindre la cuisine? Enfin, pourquoi? L'instinct de survie. L'instinct de survie. Oui, enfin, sauf peut-être pour l'ourlet. Enfin, c'est une impression de coiffeuse de Châtillon, pas plus. Alors, je peux vous demander aujourd'hui ce qui nous pousse à suivre cet instinct de survie, comme vous dites? Madame Durand, vous devriez peut-être moins prendre le train. Remarquez, tout ça, c'est de ma faute. J'aurais pas dû vous poser des questions sur votre retour de vacances. Mais enfin, réfléchissez, Georgette. Vous sautillez autour de moi, là, depuis 20 minutes, là, sanglé dans votre petite blouse blanche, cliquetant sans arrêt vos ciseaux, avec pour seule préoccupation la longueur de mes cheveux, et vous trouvez ça normal? Vous pensez que je suis bizarre, Madame Durand? C'est ça? Non, mais avouez qu'il doit bien y avoir une force qui vous contraint à consacrer tous les jours ouvrables de votre existence à démêler la tignasse de vos semblables avec un petit râteau en corne synthétique. Ne me dites pas que cette action saugrenue est consubstantielle à votre être profond. Vous n'êtes tout de même pas né pour faire des brushings du matin au soir. C'est vrai. Mon mari dit ça quand je rentre tard. Ah, alors est-ce qu'il vous dit aussi que votre génome n'a aucune chance d'avoir été programmé pour teindre, brocher ou tondre? Non, il me le dit pas. Dans ce cas, peut-être avez-vous le moindre souvenir d'un désir prénatal pour le shampoing? Je ne crois pas, non. Vous ne croyez pas ou vous êtes sûr? Oh, Madame Durand, j'aimerais tellement pouvoir vous répondre. D'habitude, je communique très bien avec la clientèle. Je suis navrée, Georgette, mais je n'ai pas l'impression de vous faire perdre votre temps. Si je vous pose cette simple question, pourquoi êtes-vous devenue coiffeuse? Oh, c'est vrai. Mon père était pas très pour. Mais il m'a pas empêché, hein, jamais. Mon père avait ses idées, mais c'était un homme très doux. Il aimait pas la bagarre, si vous voyez ce que je veux dire. Il aimait pas recevoir des coups et en donner. Il préférait être d'accord. Il disait que c'était bon pour la santé. Qu'être d'accord, ça permettait de vivre plus vieux. Il m'a même aidé à acheter mon premier salon. Mais bon, vous dire qu'au fond de lui-même, il n'espérait pas autre chose pour sa fille. Et pourtant, vous l'êtes devenue. Il y a donc, vous en conviendrez, une force qui vous a contrainte à cette activité que non seulement votre père éprouvait, mais qui de plus, soyons francs, reste totalement incompréhensible, ne serait-ce que par rapport à votre physique. C'est vrai. J'aurais pu être danseuse. Ah, mais oui, alors absolument. Ah, parce que quand on voit vos jambes, votre taille, mais on ne peut pas imaginer, mais un seul instant, que vous ayez été programmé pour vaporiser de la laque toute la journée. Pas plus que la pomme, d'ailleurs, n'a été faite pour s'écraser sur le sol. Vous pensez que j'ai fait fausse route? Ah oui, mais quelque chose vous y a contrainte. Comme cette foutue loi de l'attraction qui nous oblige à rester collés sur le sol.
Parce que quand on vous regarde et qu'on voit vos bras, eh bien, on se dit mais qu'il aurait suffi d'un ou deux battements pour que vous filiez au-dessus des nuages. C'est vrai maintenant que vous le dites. C'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir envie de voler 3 ou 4 fois. Oh, mais tranquillement, vous voyez, hein, dans les parages, au-dessus de l'étang de Massy, du boulevard Jean Moulin avec les platanes, et puis de revenir par la mairie. Mais attention, ni très vite, ni très haut. Hein. Pas comme un martinet, non. Plutôt comme un goéland, tout blanc, calme. Donc, au fond de vous, ce que vous ressentez, c'est une mouette. Une grande mouette. Et pas une coiffeuse. Oh, ben, c'est sûr, coiffeuse. Enfin, comment dire, j'ai pas terminé de payer la boutique, alors je peux pas arrêter. Enfin, pas tout de suite. Mais c'est sûr, si j'avais le choix, j'aimerais bien faire le goéland. Je vois la tête de mon mari. Et pourquoi n'avez-vous pas le choix? Parce qu'il y a sûrement une force qui m'en empêche. Vous y êtes, Georgette, vous y êtes. Grâce à vous, Madame Durand. Enfin, vous réalisez, Georgette, nous sommes tous prisonniers, tous. Pourquoi j'ai pas plus souvent des clientes comme vous, Madame Durand? Mais pourquoi, Georgette, Madame Durand? voulez-vous vous joindre à moi pour lutter contre cette force qui nous opprime? L'obliger à se montrer, la calculer et puis la détruire? Moi! Et nous sommes les deux premières à savoir qu'elle existe, Georgette. Nous sommes des pionnières de la liberté, de celles qui nous est refusée à chaque seconde. Si j'avais pu imaginer. Cette découverte portera nos deux noms. Oh non, Madame Durand, c'est vous. Non, alors, je vous en prie, nos deux noms. Parce que si vous ne m'aviez pas avoué que vous vouliez être un goéland, je crois que j'aurais fini par douter. Quand je pense que si Madame Lalonde ne s'était pas décommandée, j'aurais pas pu vous prendre. À quoi ça tient? Hasard, nécessité, c'est ainsi que l'humanité progresse, Georgette, nous n'échappons pas à la règle. Oui, mais enfin, tout ça à Châtillon, dans mon modeste salon. Modeste? Le salon de la découverte, Georgette. Vous acceptez? Si ça peut aider l'humanité, je ne vais pas refuser, bien sûr. Parfait. Bien. Bon, alors quant à moi, je suis pour un travail régulier à heure fixe, donc un rendez-vous quotidien vous conviendrait. Ici. Ou dans le train. Les idées sont fragiles, ne nous éloignons pas des endroits où elles naissent. Bon, alors, dans ce cas, je préfère ici. Mais tous les jours? Eh bien, disons que si nous nous fixons comme objectif de terminer pour la fin de l'année, ce qui serait quand même, reconnaissez-le, un superbe cadeau de Noël pour la planète, il me semble qu'un travail de, disons, 3 heures, 6 jours par semaine est un minimum. Ah, quand même. Georgette, vous n'imaginiez tout de même pas modifier 30 millions d'années de comportement humain aux 2 coups de cuillère à peau? Bien sûr que non. Vous pensez qu'il serait possible de faire ça à l'heure des repas? Vous voulez dire quoi, midi 15h? Par exemple? Eh bien, pourquoi pas? Et nous en profiterons pour jeûner, c'est excellent pour la vivacité d'esprit. Ça me permettrait, comment dire, de ne pas perdre trop de clientes. Ah! Georgette, mais on va vous plaisanter. Perdre des clientes. Mais lorsque vous allez annoncer à vos clients votre décision de les libérer une bonne fois pour toutes de leur esclavage quotidien, est-ce que vous pensez que vous allez les perdre? Mais enfin non, Georgette, vous allez les gagner. Et quand dans un avenir proche, vous volerez avec eux au-dessus de la ville abandonnée. Mais croyez-moi, Georgette, ils vous béniront de leur avoir refusé votre peigne et vos ciseaux pendant 3 toutes petites heures par jour. Oh, mais vous avez raison. Vous savez, Madame Durand, personne, mais alors jamais personne ne m'a ouvert les yeux autant que vous. Parfait. Nous commençons demain. Donc, midi. Je vais le noter tout de suite. Bien. Et moi, qu'est-ce que je vous dois? Oh, vous plaisantez, Madame Durand. Je vais juste, si vous me permettez, reprendre ma serviette.
Ça vous va? Très bien, ouais, merci. C'est rafraîchi sans être court. Parce que pour vous dire la vérité, je vous préfère avec les cheveux un peu plus souples. Ondulants, disons. Eh bien, nous appellerons ça la coupe. Postérité, hein? Allez, à demain, Georgette. Madame Durand, je peux vous poser une question? Je vous en prie. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre force qui vous pousse à découvrir cette force ou que c'est la même? Bien, Georgette. Nous ouvrirons la session de demain sur cette interrogation. Parce que si c'est la même, une fois que nous l'aurons trouvée, vous ne serez plus obligé d'y penser. Plus du tout. Probablement. Je sens que nous allons faire du bon travail. On meurt d'envie, Madame Durand. Bonjour, Madame Swinch. Bonjour, Félix. Voici votre menu régime. Ah, enfin. Le chef a préparé pour vous une caille farcie aux RL sur un coulis de morille. J'adore ça. La voici. Elle a l'air succulente. Elle l'est, madame. Prête, madame? Oui, prête. Où se trouve la caille, Madame Swinch? Là. Perdue. Elle est là. J'aurais pourtant juré. Vous l'avez échappé belle. Elle était très grosse. Je vous présente la carte des desserts. Je vais la tenter. Bien. Je vous écoute, madame. Le 6 de carotte. Désolé, j'ai la dame de cœur. Je vous fais votre café au 421? C'est pas la peine. Je ne touche rien aujourd'hui. Bien. Donc, pas de caille, moins 1200 calories. Pas de dessert, moins 800 calories. Pas de café, moins 200 calories. Ça nous fait moins 2200 calories. Félicitations, Madame Swinch. Vous avez perdu près de 1,3 kg aujourd'hui. Le dîner de ce soir. Soufflé grand veneur et turbo à la vénitienne. Et pour terminer, une délicieuse tarte aux cerises. Je vous ferai le tout à la passe anglaise. À la passe anglaise? Oh non, j'y joue comme un pied. Le dîner de ce soir, on ne pourrait pas le faire au poker. Oh, madame, vous m'avez tiré 2 carrés d'agneau hier soir. C'est beaucoup. C'est vrai, je me suis refaite. Sans parler du goûter que madame a voulu jouer au bridge. Résultat, madame a pris 3 plis. Je m'en veux. Que madame ne se désole pas, elle aura tout de même droit à son poker yaourt ce soir. C'est gentil. Merci, Félix. À ce soir, madame Swinch. À ce soir, Félix. Ah, vu, madame Swinch. Inutile de tricher au jambon beurre avec moi. Allez-y, je mérite une tarte.
noyer? Plantin, êtes-vous en train de vous noyer? Je ne vous entends pas. Plantin, répondez. Je scrute. Vous pourriez prévenir, mon vieux, c'est agaçant à la fin. J'allais vous envoyer la bouée. Ça n'aurait servi à rien. Je scrute. Oui, mais enfin, comment voulez-vous que je le sache, moi, que vous scrutez? Vous faites le même bruit que quand vous vous noyez. Alors déjà que je m'époumonne à vous envoyer 20 fois par jour cette bouée parce que vous êtes incapable de tenir plus d'une demi-heure debout sur ce radeau sans tomber dans l'eau, si en plus il faut que je vous l'envoie quand vous ne noyez pas... Faisons comme avant. Qu'est-ce que nous faisions avant? Quand je commençais à glisser et que je sentais que j'allais me noyer, je criais « Au secours! Au secours !» Oh là oui, je me souviens. C'était horrible, ce tohu-bohu, ce brouhaha, ces braillements. Non, plus jamais ça. Non, continuez à vous noyer en silence. Par contre, si vous ne scrutez pas plus de 2 à 3 fois par jour... C'est à peu près le rythme que je m'impose. Parfait. Alors dans ce cas, c'est quand vous scrutez que je vous demanderai de crier « Au secours, au secours ». Ça déconcentre, mais si vous y tenez absolument... Oui, vous êtes gentil. C'est pour éviter la confusion. Comme ça, quand j'entendrai crier « Au secours », je saurai qu'il ne faut pas que je vous envoie la bouée. Où vous en êtes? Je termine. J'espère que cela vous conviendra cette fois-ci. Je trouve que ce n'est pas mal tourné. Mais vous savez, comme nous en sommes à notre 5e version, je n'ose plus trop rien dire. Et vous? Moi? Je scrute. Oui, je m'en suis aperçu. C'est nouveau, ça. Je ne vous avais jamais vu scruter auparavant. Oui, en effet. Je scrute depuis ce matin. Ah bien. Et que scrutez-vous? L'horizon. Dommage. Pardon? Je dis dommage parce que c'est sans surprise. L'horizon. Oui, on sait maintenant d'une façon très précise ce qu'il y a à l'horizon. Non. Je vous assure. Et qu'y a-t-il à l'horizon? Le plus souvent, rien du tout. Et le reste du temps, des pirates, un navire ennemi, une épave, une voile, et quelquefois une terre. Un point, c'est tout. Rien d'autre. Je vous l'affirme. Je vous conseille d'ailleurs de vous reporter à l'excellent ouvrage de Brandutier et Colasson, Compte tenu de l'horizon, et vous verrez qu'il n'y a plus rien à apprendre de ce côté-là. On a fait le tour de la question. Ah tiens. Mais alors, que me conseillez-vous de scruter? L'infini, Plantin. L'infini. Ah, sans hésiter. C'est plus grand, plus beau, il y en a partout. Ce n'est pas juste un petit lacet qui coupe le ciel et la mer en deux, c'est une grande chaussure, l'infini. Une immense godasse dans laquelle il y a tout. Du fromage, des peignes de dames, Dieu, et même de l'espoir. Alors croyez-moi, laissez tomber l'horizon et plongez dans l'infini en tâchant d'apercevoir un petit bout d'espoir. C'est la seule chose qui puisse nous sortir de là. Et ma bouteille? Avec votre bouteille, bien sûr. J'ai l'impression que vous y croyez moins à ma bouteille, non? Je comprends que les vents de mer vous abrutissent, Plantin, qu'ils émoussent chaque jour un peu plus votre brin d'intelligence, mais tout de même pas au point de dire que je ne crois plus à votre bouteille. Cela fait 3 jours et 3 nuits que je me couenne le fessier sur mon raffia à écrire le message que nous allons justement placer dans votre bouteille. J'aimerais le lire. Un instant, Plantin, vous voulez bien? Je termine. Ah! Ah! Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, comme d'habitude, je glisse. Et puis je vais dans quelques instants tomber dans l'eau où je vais commencer à me noyer. Mais vous allez m'envoyer la bouée et je vais remonter. C'est exaspérant, cette manie que vous avez au moindre clapotis clapotat de vous foutre à la baille. Ce n'est pas une manie. Si, j'avais une tante comme ça. Dès qu'elle voyait des cerises, il fallait qu'elle en fasse des confitures. Puis ce furent des prunes, les pommes, les châtaignes. À la fin de sa vie, elle a mis ses 3 chats dans des bocaux. Chez nous, on appelle ça une manie. Oui, mais moi, ce n'est pas une manie. À part les chats, ma tante et les cerises, ça y ressemble foutrement, Plantin. Je vous dis que ce n'est pas une manie. Alors c'est quoi cette frénésie de déquier dans la flotte 20 fois par jour?
C'est que j'ai la mauvaise place, Blanc-Aimé. La mauvaise place de ce radeau. Vous m'avez mis sur le côté pourri, celui qui craque. Le côté qui est toujours au nord, qui s'enfonce, qui prend l'eau. Le côté pauvre, le côté abandonné. La zone, le bidonville de ce radeau dont je suis la méduse et vous, le méduseur. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. Déconnez tant que vous voudrez, Plantin, mais n'écoutez pas votre mémoire à ce point. Je vous rappelle que la nuit où le Neptune explosa, me projetant par miracle, moi et un morceau de cabine, à une centaine de mètres de l'endroit où il coulait corps et bien avec 600 passagers, je vous rappelle que c'est à ce moment précis que, dans une brasse très approximative, vous vous êtes approché de mon radeau de fortune et, ah non, vous m'avez demandé l'hospitalité. Je vous ai répondu très franchement, l'appartement est pris, il ne reste que le palier et je ne suis sûr ni de sa stabilité ni de son confort. Vous m'avez beuglé, je m'en fous! Alors je vous ai tendu la main en vous disant « Bienvenue à bord ». Madame la baronne, Katioucha. Comment? Vous m'avez tendu la main et vous m'avez dit « Bienvenue à bord, madame la baronne ». Katioucha. Et alors? Est-ce ma faute à moi si vous avez la même carrure, la même carnation, le même coefficient de flottaison mammaire que la baronne von Karputzow, ma voisine de coursive? Donc c'est vrai, j'ai été follement épris dès le début de cette croisière. Mais dites-moi, lequel de nous deux fut le plus à plaindre lorsque le soleil se leva? Vous, habitant, disons, de la chambre de bonne de ce radeau, mais vivant? Ou moi, persuadé d'avoir sauvé d'une mort atroce la dame de mon cœur, la baronne Katioucha von Karputzow, qui s'avéra être en séchant, le barman du salon de deuxième classe? Qui est le plus à plaindre? Le sauveteur amoureux berné? Ou le sauvé mal radoté? Qui? Prenez ma place. Ingrat. Sans compter que des dépits, j'aurais pu, vous découvrant ignoble caricature de ma Katia, vous rejeter à la mer. Oh, non, Blanc-Aimé, ça, non. Ah non, et pourquoi? Vous Je- pensez peut-être m'avoir séduit? Je fais contrepoids, Blanc-Aimé. Je fais contrepoids, vous le savez bien. S'il n'y a personne sur cette partie-ci, tout chavire, vous avec. Vous le savez bien, Blanc-Aimé. Sinon, pourquoi vous fatigueriez-vous à m'envoyer la bouée une vingtaine de fois par jour pour m'éviter la noyade? Mais c'est qu'elle vous sauve aussi, cette bouée. Ce n'est pas la seule raison. Je n'en vois pas d'autre. Vous possédez une bouteille Plantin, Exact. Et vous, un stylo. que vous ne pouvez me prendre sans me balancer à l'eau, c'est-à-dire sans vous aborder vous-même. Car je suis moi aussi votre contrepoids Plantin. Disons qu'économiquement, nous ne sommes pas dans la même situation, mais que stratégiquement, nous nous valons. C'est à peu près ça. Est-ce que vous comptez tomber dans l'eau dans les 5 à 10 minutes qui suivent? Normalement, non. Bien, dans ce cas, tenez. C'est terminé. Alors? Moi, je trouve ça littéraire. Vraiment? Oui, empoulé même par moments. Empoulé. Moi, je trouverais cette lettre, comme ça, à l'improviste, je n'y croirais pas. Hein. Personne ne vous demande de la lire à l'improviste? Mais celui qui va la trouver, si quelqu'un la trouve, ce sera forcément à l'improviste. Eh bien, croyez-moi, avec votre style tire-bouchonné, on n'a aucune chance. Il n'y a aucun progrès sur la dernière. C'est toujours du caca parfumé. Bon, alors Plantin, écoutez-moi. Si vous ne pouvez plus me supporter, je vous demande de me le dire tout de suite. J'ai pas dit ça. Oh, ne jouez pas sur les mots. Je sens bien que depuis 2 jours, je vous agace, je vous crispe, je vous courrouce. Mais non. Si, vous refusez mon varech, vous ne vous retournez même plus quand j'urine, vous vous mettez à faire des choses non concertées comme scruter, vous me chiez une colère à tonalité syndicaliste sur la surface corrigée concernant votre part de radeau, et maintenant vous me dites que j'écris comme une vieille dinde. Non, Plantin, non, il est temps de percer l'abcès. Blanc-Aimé, ça fait la 5e fois que je vous donne mon avis sur ce texte. Et je puis vous assurer que je connais Vous ne savez rien, Plantin, vous ne savez rien. Qui est Théodore de Bèze? Archinard? Vauquelin de la Fresnaye? Le préfet du Cotentin? Celui de la Gironde?
Qui est Souffretin de Breuil? Où se trouvent l'Illyrie, l'Istrie, la Croatie, la Macédoine, le Péritoine, Chichicastenango, le quai Louis Blériot? Qui a découvert le silicate de permanganèse? Rien, vous ne savez rien. Vous ne savez même pas le nom de cet oiseau qui traverse le ciel en ce moment. C'est un couvretemps, Plantin. Un couvretemps de la famille des cumulus. Un oiseau qui se nourrit uniquement de farine et qui au printemps vient faire péter les nuages sur les océans. Heureusement, c'est une femelle. Avec un mâle, nous aurions de l'orage. Rien. Vous ne savez rien. Vous êtes un glaire de mouche coincé entre le nul et le zéro et vous osez me dire que j'écris tire-bouchonné? Attention, Blanc-Démé. Je supporte tout sauf vos grands chevaux. Mais je suis loin d'être sur mes grands chevaux, Plantin, très loin. Alors, tant que vous n'êtes pas en selle, relisez-vous, Blanc-Démé. Mais qu'est-ce qu'il y a de tire-bouchonné là-dedans? Toi qui viens de trouver cette bouteille, sans doute humide encore de la vague qui la porta sur la grève, sache que ceux qui t'écrivent sont les seuls rescapés du naufrage du Neptune. Nous dérivons depuis des jours sur l'océan Indien, en équilibre instable sur un frêle esquif fait de planches sommairement jointes ensemble. Et l'obligeance de téléphoner au poste de secours le plus proche pour qu'il nous dépêche une brigade de nos courageux sauveteurs. En attendant de vous voir, crois, cher monsieur, à l'expression, etc., etc. C'est clair, précis. On voit tout de suite à qui on a affaire. C'est bien pour cela qu'ils ne se dérangeront pas. Là, vous passez les bornes, Plantin, mais qu'est-ce que vous cherchez? La lutte des classes? L'affrontement social? Je vous signale que ce message me concerne autant que vous, Blanc-Démé. J'ai tout de même mon mot à dire. Vous assassinez mes 20 phrases et vous n'avez qu'un seul mot à dire? Qu'un seul mot à proposer en échange? Mon Dieu, mais dans quel siècle vivons-nous? Allez-y, dites-le, votre mot. Écrivez. SOS stop, SOS stop. Dérivons est-ouest stop, océan Indien stop, suite naufrage Neptune stop. SOS stop, SOS stop. Vous plaisantez? Non. Mais enfin, si vous leur dites stop sans arrêt, comment voulez-vous qu'ils arrivent jusqu'à nous? C'est le code radio habituel. Et on n'envoie pas ce texte par radio, on l'envoie par bouteille. Mais c'est forcément un marin qui va le trouver. Et ils sont habitués à la radio, ces gens-là. Mais vous dites n'importe quoi. Ils sont beaucoup plus habitués à la bouteille qu'à la radio. Regardez le naufrage du Neptune. Si le marin radio s'était servi aussi souvent de sa radio que de sa bouteille, nous n'en serions pas là. Peut-être. Mais si c'était vous qui aviez dicté le message de perdition au marin du Neptune, non seulement nous serions au même point, mais en plus, j'aurais honte. Honte? Que quelqu'un l'ait reçu. C'est mon éducation qui vous gêne, n'est-ce pas? Vous ne supportez pas qu'on appelle au secours avec tact, raffinement, qu'on demande de l'aide avec courtoisie, ça vous irrite. Vous, c'est le rugissement de l'orque blessé qui fait frémir la banquise. C'est ça ou rien. Ce n'est pas de l'aide que nous allons recevoir avec votre foutue lettre. Ah oui, et c'est quoi? Oh, diverses choses. Les œuvres complètes de Madame de Sévigné, une boîte de dragées, un caniche nain. J'en étais sûr, vous êtes marxiste. Quoi? Mais oui. Mais oui, ça y est. J'y suis, je vous revois. La haine avec laquelle vous serviez les cocktails, ce regard gorgé de haine que vous portiez sur l'élégante assistance du pont numéro 2, en secouant votre shaker. Mais oui, je me souviens. Je vous revois, votre façon de servir les petits fours avec le couteau entre les dents. Vous aviez tout du rouge, tout, jusqu'à votre veste. Ma veste de barman? Votre veste de barman, avec vos 2 petites épaulettes dorées. Vous me prenez pour qui? C'est l'uniforme des officiers du KGB. Du KGB? Vous voyez, vous ne saviez même pas. Preuve supplémentaire que vous en faites partie. On ne dit jamais aux gens du KGB qu'ils sont du KGB par sécurité. Preuve irréfutable, Plantin. Mais vous délirez, Blanc-Démé.
vous vomissez par le cerveau. Plantin, dites-moi tout. Le Neptune, le naufrage, c'était vous? C'était une bombe! Mais vos yeux gonflent. Embrassez-moi. Quoi? Donnez-moi la seule chose qui reste humaine chez un soviétique. La tendresse slave. Embrassez-moi. Ah, Katia von Karpoutsov, mon amour, pourquoi nous as-tu quittés comme toute l'aristocratie? Vous me rappelez Adolf Hitler dans ses derniers instants et dans son bunker. Et comment le sauriez-vous si vous n'étiez pas un bolchevique? Ce sont eux qui sont entrés les premiers. Mais vous êtes un fou, Blanc-Démé. Un fou. Je ne vous permets pas. Un fou. Oh, j'aurais dû m'en douter quand vous m'avez parlé de votre tante qui faisait des confitures avec ses chats. Vous avez ces gènes. Pas la famille. Tout, mais pas la famille. On s'était mis d'accord, Plantin. Oh, pardon. Je vous prie de m'excuser. Ce n'est rien. Mais faites attention la prochaine fois. Coupons la poire en deux. C'est-à-dire? Vous écrivez le début et moi la fin. Ce qui donne? Stop, stop, stop. SOS, stop. Dérivons océan Indien, stop. Suite naufrage Neptune, stop. Appelons nos courageux sauveteurs et recevez l'expression de nos sentiments de gratitude. Signé Plantin et Blanc-Démé, qui a écrit la seconde partie du message. C'est grotesque. Mais qui êtes-vous, Plantin? Même Staline a accepté Yalta. Il n'avait pas le cousin de Marcel Proust en face de lui. Pas la famille Plantin, ça suffit. On vient de le rappeler. Je suis navré. Je ne savais pas que Proust était votre cousin. C'était celui de la mère de la baronne von Karpoutsov. Le vent se lève. Les couvre-temps mâles traversent le ciel. Vite, Blanc-Démé, votre stylo. Laissez-moi écrire. Ah, ça, jamais. Je n'ai pas envie de finir repêché par les vôtres et de finir au goulag. Liberté! Liberté, chérie! Vite, Blanc-Démé, c'est notre dernière chance. Quand il n'y a plus de chance, il reste l'espoir. Faites donner l'espoir. Mais que faites-vous, Blanc-Démé? Je glisse. Vous scrutez? Oui, l'infini. Je vous le déconseille, on s'y perd. Vous n'allez tout de même pas me faire scruter l'horizon? Si. Il y a moins de grandiose, mais à moi, ça me suffit. Un bateau, une voile, une terre, c'est pas grand-chose, mais ça me suffit. Si vous apercevez quelque chose, n'hésitez pas à crier, Blanc-Démé. Quand je pense que j'étais parti sur un fringant navire pour une croisière idyllique en compagnie de mon amour, la baronne von Karpoutsov, et que je me retrouve en haillons, faisant le guet sur un radeau pourri, gouverné par une brute matérialiste, qui en plus est le sosie de ma bien-aimée. Mais finalement, c'est peut-être ça la vie. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous offrir 20 minutes d'entracte, un havre de détente au bar de Jacotte. Recevez les serveurs et les serveuses avec bienveillance, ils vont venir vers vous. Dans 20 minutes, on vous retrouve. À tout à l'heure.
paye 12. Ou à la rigueur, c'est 12, hein, mais Rembrandt, ça c'est sûr. Je te dis que c'est Velasquez, papa. Velasquez, P9, 4e sous-sol. Jules, j'en étais garé à Velasquez, crois-moi, je m'en souviendrai. Velasquez, c'est le nom de mon assureur. Henri Velasquez, qui me pompe 5 000 € par an pour ne jamais rien me rembourser alors. Si la voiture était à Henri Velasquez, ce serait marqué là. Moi, j'ai cette vision très nette d'un panneau, place libre à Delacroix. Non, Rosine, Delacroix était complet, Poussin était plein. Et quand on a vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à Maurice, tu verras avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. Et on n'y a pas été à Picasso, ok? Et heureusement, je déteste ce type, tu le sais. Oh, seulement il y avait toutes les places qu'on voulait à l'étage Picasso. Tu m'étonnes. Et on se serait garé à Picasso alors qu'il est, on saurait où est la voiture. Elle serait à Picasso, le peintre que n'aime pas ta mère. C'était un très bon moyen mnémotechnique, ça. Et Watteau, ça ne vous rappelle rien? Alors si on est à Watteau, c'est complètement idiot. Parce que l'entrée du parking Watteau se trouve de l'autre côté du musée, exactement d'où on vient. Je n'en peux plus. C'est dommage qu'on ne Non, Lisette, ne redis pas pour la 1000e fois. C'est dommage qu'on ne soit pas venu au taxi. Je ne le redis pas, mais en plus, ça aurait coûté moins cher que le parking, un taxi. Oui, mais là, on n'est pas venu en taxi, Lisette. On est venu avec la Peugeot de Maurice qu'il rêvait sans doute de garer à Picasso. Mais je vous dis qu'on est à Rembrandt. Je me revois braquant devant sa grosse tête, enfoncée dans son bonnet, peinte sur le mur du 2e sous-sol. La grosse tête de qui? De Rembrandt. Il avait une grosse tête, Rembrandt. Oh, énorme! Ouais, en tout cas dans le parking, hein. Toute peinte en vert fluo pour qu'on la voit bien dans les phares. Une grosse tête de Rembrandt peinte en vert fluo? Ça m'aurait marqué quand même. Mais il ne sait même pas la tête qu'il a, Rembrandt. C'était peut-être Bruegel ou Jérôme Bosch. Il n'y connaît rien en peinture. Rien, sinon il y a longtemps qu'il l'aurait retrouvé, sa voiture. Si t'es tellement sûr qu'on est à Rembrandt, papa, est-ce que tu peux nous dire où se trouve l'entrée du parking qui nous mène à Rembrandt? Je la cherche, Jules. Depuis 35 minutes, je la cherche. Et tu vois Picasso que ta mère déteste tant, lui, il ne cherchait pas. Je sais. Il trouvait. Et il aurait été là, Picasso, il y a longtemps qu'il l'aurait trouvé, l'entrée du parking. Oui, eh bien moi, il y a longtemps que je serais rentré en taxi s'il avait été là, Picasso. Tu vois comme c'est pratique le taxi, Rolande? Moi, je crois qu'il faut que l'on reprenne calmement depuis le début. On retourne à la cafétéria, on prend le grand escalier, on passe devant la boutique, on traverse les mosaïques romaines. Oh, ça je me souviens très bien. Aux mosaïques romaines, quand j'ai dit à Rosine, mon Dieu, tous ces petits cailloux. Mais quelle patience, quelle patience. Maurice était déjà nerveux. À mon avis, c'est là qu'on s'est perdu. Bon, Maurice, je te signale que Rosine a son train à 18h. Alors si tu pouvais nous éviter qu'on retraverse tout Pompéi en faisant quelque chose d'intelligent, je ne sais pas moi, regarder ton plan. Tu ne me parles pas comme ça, Rolande, s'il te plaît. Parce que moi aussi je suis fatigué, moi aussi j'en ai marre. Moi aussi je les ai faites, les lissades du maniérisme au baroque. Non, du baroque au maniérisme. Non, du maniérisme au baroque. Parfait. Alors monsieur, je sais tout. Est-ce qu'on pourrait maintenant faire du baroque au parking? Aïe! Quoi, aïe? Je ne dis pas aïe à toi, je dis aïe à Jules. Je sais que tu es le noyau de l'univers, Maurice, mais sache que chaque fois qu'une parole est prononcée sur Terre, elle ne t'est pas forcément destinée. Tu vas où? Je ne te réponds pas. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de ne plus m'adresser qu'à des gens normaux pour retrouver la voiture. Ah bon? C'est quoi ce truc? Ça m'a fait un mal de chien. Guernica. Guernica? Un tableau. De qui? Picasso. Jules, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est contre moi? C'est une pulsion? Tu es du côté de ton père, c'est ça le message, c'est moi l'ennemi. On n'est pas forcé d'avoir les mêmes goûts. Non, c'est vrai, on n'est pas forcé, mais il y a des limites. Tu as vu le bleu qu'il m'a fait? Ouais, il est magnifique. Il m'agresse visuellement et ensuite il me frappe et c'est tout ce que tu trouves à dire. Mais c'est de son âge, Picasso. Ça lui passera. Et puis tu sais, au début, il dessinait très bien. Non, mais qu'est-ce que vous avez tous avec Picasso à le défendre? Les jeunes, les vieux, les enfants.
Par moments, j'ai l'impression d'être seule face à Picasso. Mais c'est juste une reproduction, Rolande. Pas de panique. Et tu vas la mettre où? Pas dans ta chambre, quand même. C'est pas pour moi, C'est pour qui? Catherine. Ah, parce que Catherine aussi aime Picasso. Eh bien, on peut dire qu'il en aura fait des ravages, ton père, dans la famille. En tout cas, vous ne l'aurez pas souvent sur le dos, ça c'est sûr. Et j'espère que ça rentre dans la voiture. Parce que si par miracle on la retrouve, ne compte pas sur moi pour avoir ce truc sur les genoux, hein. Ça suffit de mon bras. Jules, tu vas où? Je fais comme toi avec Picasso. Bah, je ne fais rien avec Picasso. Si, quand il est là, tu te barres en taxi. Tu vois, Roland, c'est pas pour reparler. Alors, c'est pas pour en reparler, Lisette. Tu n'en reparles pas. Je crois qu'elles ne se rendent pas compte de l'importance qu'ont pris les taxis aujourd'hui. C'est possible. Moi, résultat, tout est parti. Qu'est-ce que tu veux dire? Le baroque, tout le bénéfice du baroque, comme si je n'avais jamais vu l'exposition. Il ne m'en reste plus une goutte. Évaporé le baroque avec cette histoire de parking. Alors que d'habitude, une belle rétrospective comme ça me porte, ça me fait du bien pendant au moins une semaine. Tout en Camon l'hiver dernier. Ça m'a fait passer un mois de février. Formidable. Ah ben moi aussi. Tu y as été à Toutankhamon? 2 fois. Et c'est vrai que les pharaons, ça dope. C'est le mot. Ma tante Nadine, elle est morte juste après. Ça m'a, pour ainsi dire, rien fait. Mais c'est ça la force du musée. Ça vous met la vie un peu au-dessus de la vie. Un endroit où plus rien ne fait vraiment mal. Mais aujourd'hui, c'est raté. Entre Maurice, le parking et Picasso, j'y suis dans la vie. Et même en dessous. Vidé, comme si je n'avais jamais mis les pieds dans ce musée. Pas vous? Moi, je me rends pas bien compte. C'est la première fois que je vois du baroque. Pareil pour moi. Vous ne connaissiez pas le baroque? Du tout. Moi, le mot, je connaissais le mot baroque, mais pas l'art. C'est vrai que c'est un mot très répandu, baroque. Oh ben pas partout, Rolande. Dans l'Indre, par exemple, on ne l'entend pour ainsi dire jamais. Dans l'Indre? Bah oui. Moi, c'est mon père qui me l'a fait découvrir. À cause de Monsieur Bichter, notre voisin. Papa disait souvent que Monsieur Bichter était baroque. Baroque? Oui. Et qu'est-ce qu'il faisait, Monsieur Bichter? Il vendait du fromage. Fromager? Non, pas exactement. Il n'avait pas de boutique. Il vendait du fromage comme ça, de temps en temps, un peu quand il en avait envie, dans des petites boîtes en carton qu'il mettait dans ses poches. Et certains matins, il en vendait à la gare ou dans l'autobus, près de la cathédrale. Et le dimanche, il vendait du pain aussi. Il plaçait une étiquette sur son chapeau, Monsieur Bichter, pain et fromage, pour qu'on pense pas qu'il vendait que du fromage comme en semaine. Et ton père disait qu'il était baroque? Oui, mais seulement à nous, à sa propre famille. Oh, papa n'a jamais fait courir le bruit en ville que Monsieur Bichter était baroque. Ah ben c'est peut-être pour ça que le mot baroque ne s'est pas répandu dans l'Indre. C'est possible. Il n'était pas plutôt surréaliste? Qui? Monsieur Bichter? Oui. Oh ben je n'ai jamais entendu dire que Monsieur Bichter était surréaliste. Oh ben moi, il me fait beaucoup penser à un ami de mon premier mari. Qui vendait du fromage? Non, c'était un petit monsieur tout rond, avec des costumes bleus qui brillaient. Roger, il s'appelait. Et à chaque fois qu'il entrait dans un bar, un café, un magasin, à chaque fois, il arrivait à avoir des prix. Des prix sur tout. Sur les lunettes, la viande, des rabais chez le médecin, à l'hôtel. Et même à la poste, les timbres, il les avait moins chers. Et mon mari répétait toujours « Oh, ce Roger, il est surréaliste !» Mais Monsieur Bichter, lui, il n'avait pas de prix sur tout. Non, il vendait juste du fromage. Oh ben c'est pas pareil avoir des prix sur tout ou vendre du fromage. Non, mais je comprends ce que veut dire Lisette. Il y a un petit quelque chose, un petit rien qui se ressemble. Oh, moi, je trouve que c'est très proche, baroque et surréaliste. Enfin, dans les mots, bien sûr, pas dans l'art. Je connais pas suffisamment dans l'art.
Et c'est quoi le mot pour quelqu'un qui a définitivement perdu sa voiture dans le parking d'un musée? Ça doit sûrement pas être un mot qui a rapport avec l'art. J'ai acheté des choses pour François. Oh, comment il va ton François? Pourquoi tu l'as pas emmené? Il bouge plus, François. Il bouge plus de la... C'est un Italien du XVIe siècle très coloré. Il paraît que ce sont ses 2 meilleurs tableaux. Oh ben moi j'aime beaucoup celui-là. Et puis, je lui ai pris aussi des tasses à café. J'ai hésité parce qu'il ne restait plus que le service Van Gogh. Mais la vendeuse m'a assuré que ça se mariait très bien avec le Titien Van Gogh. Et si elle te l'a dit, il n'y a aucun risque. Oh bah j'espère. Bah, aucun. Les musées, question bon goût, c'est la garantie absolue. Avec ce qu'ils ont accroché au mur, ils ne peuvent pas se permettre un faux pas sur les tasses à café. Elle m'a assuré que les 2 passaient sans problème à la machine. Ça ne m'étonne pas, ce sont 2 très grands artistes. Oh bah tant mieux, parce que je les ai choisis surtout pour la gaieté des couleurs. Alors si ça venait à se faner au lavage, je ne pourrais pas revenir de sitôt. On t'en aurait envoyé d'autres. Ah bah non, on ne peut plus rien nous envoyer à Gavron. On n'a plus de poste, on n'a plus de postier, on n'a plus de cinéma, on n'a plus de maternité, on n'a presque plus de travail, et même Monsieur Bichter, il est mort. Alors François, il a décidé de plus bouger du tout dans la maison. Et il ne regarde rien depuis 3 ans. Il parle un peu parfois. Il dit qu'il aurait mieux fait de vendre du fromage comme Monsieur Bichter. Il est triste d'avoir passé sa vie dans une usine qui rouille dans la rivière. Il aurait préféré une existence baroque, je crois. Mais c'est trop tard maintenant. Il bouge plus. Il bouge plus dans la maison. Il ne regarde rien. Il est chômeur. Et c'est pas baroque, chômeur? Ah non, c'est surréaliste. Surréaliste? Ah oui, ça beaucoup de gens le disent aujourd'hui. Chômeur, c'est surréaliste. Finalement, c'est pas si pareil, baroque et surréalisme. En tout cas, pas dans l'art. Ni dans la vie. J'ai failli lui ramener une affiche avec le soleil et les champs de blé en grand. Mais il ne l'aurait pas regardé. Tandis qu'avec les tasses à café, quand il l'aura devant le nez, Van Gogh, il sera bien obligé de le voir. Et la pêche que ça va lui donner, Van Gogh! C'est connu, Van Gogh, il est dans les premiers à vous mettre au-dessus de la vie. Encore plus que Toutankhamon. Je croise les doigts. Vous n'allez pas le croire. Vous savez où est la voiture? À Salvador Dali. Salvador Dali, P18. Le type avec la tête enfoncée dans son bonnet au vert fluo. Ce n'était pas Rembrandt, c'était Salvador Dali. Un copain de Picasso! J'en étais sûre, Maurice, sûre! Non, Roland, là, je te Tu ne promets... peux pas t'en empêcher, tu es happé par Picasso. Allez, on y va. Rosine a son train à 18h. Il irait pas plus vite en taxi. Roland! C'était qui, Salvador Dali? Un peintre surréaliste. Ah, il avait pas de boulot? Ou il avait des prix sur tout? Bonjour à tous, bienvenue à Jeux et Joie. L'été s'approche à grands pas et j'ai déjà reçu un grand nombre de lettres où vous me demandez de vous apprendre quelques petits jeux nouveaux à emporter en vacances. Comme je ne sais rien vous refuser, j'ai cherché quelques amusements inédits qui, je l'espère, égayeront vos congés annuels. Je commencerai par un jeu de plage tonique et gai, le quille-tampon. Vous prenez un ballon d'une circonférence moyenne. Vous le placez dans votre main droite en le maintenant avec la gauche. Vous dépliez ensuite le bras, vous inspirez à fond et vous le lancez de toutes vos forces dans la grosse dame la plus proche de votre parasol. Si la grosse dame tombe sur le sable, vous marquez 1 point.
Si elle tombe sur une autre grosse dame, vous marquez 2 points. Et si le grand monsieur qui vous tape sur l'épaule au moment où vous ramassez votre ballon est le mari, vous avez perdu. Les bons viseurs peuvent lancer le ballon sur les petites filles, plus amusantes que les grosses dames, parce que plus difficiles à atteindre. La règle reste la même, sauf quand on perd. Ce n'est plus le mari qui vous défigure, mais le papa. Pour ceux qui aiment les sports d'intelligence, je conseille le matball, agréable à l'heure de l'apéritif. Un échiquier classique avec ses 32 pièces, mais on y joue à 4 en appliquant les règles du volleyball. Simple mais prenant. Pour les amoureux des cartes, je conseille vivement le poker Châteauroux. Le poker Châteauroux obéit exactement aux mêmes lois que le poker normal. Sa particularité est qu'on n'y joue qu'avec le maire de Châteauroux. Ce jeu vif et passionnant est donc réservé à nos amis qui prennent leurs vacances dans l'Indre et le Loire, à la rigueur, le Loiret. J'avoue que j'ai un faible pour le pas vu, pas pris. Après une grande journée de soleil, il donne du piquant à la soirée. Le pas vu, pas pris se joue avec un sac de plage ordinaire et un casino. Aux alentours de 23h, 23h30, le joueur doit s'introduire par un fascistas dans la chambre forte du casino et vider le contenu des coffres dans ce sac. S'il n'est pas vu, il ne gagne, hélas, que 100 millions, car il est obligé pour sortir d'acheter 900 millions les gardiens qui l'ont repéré. C'est sévère, mais c'est le jeu. Si vous n'avez pas de casino dans votre lieu de villégiature, le pas vu, pas pris peut se jouer avec une banque. Il suffit de demander au directeur de s'habiller en croupier. En général, il accepte. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est chaque été un tel succès auprès des enfants que je m'en voudrais de ne pas vous rappeler mon jeu. Au feu les pompiers, il y a la forêt qui brûle. Vous le savez, on y joue avec une simple boîte d'allumettes ou un briquet et une forêt de 1000 hectares. Enfin, pour le retour en voiture, le délassant « ta gueule est con ». Le « ta gueule est con » se joue sur la voie gauche de l'autoroute. Vous ralentissez le plus possible jusqu'à ce que le conducteur de la voiture qui vous suit se mette à klaxonner de façon hystérique. Vous ralentissez encore, et quand le type, hors de lui, vous double par la droite en vous faisant un bras d'honneur, vous en profitez pour lui jeter un « ta gueule est con !» Ça soulage et on ne voit pas passer les kilomètres. Au bout de 10 ta gueule est con, prudence. Faites réviser les freins de votre voiture. Voilà, bonnes vacances avec jeu et joie. Mademoiselle, Madame, appelez-moi la directrice. tout de suite, madame. Vous m'avez fait demander, madame? Et qu'est-ce que c'est que ça? Un cheveu dans mon potage ou une hallucination? Si je puis me permettre, madame, ce n'est pas tout à fait exact. Il ne s'agit pas d'un cheveu, mais de plusieurs. C'est une soupe à la moumoute, toute bête, toute traditionnelle, agrémentée de quelques fantaisies condimentales. Le consommé du chef. Ah. Du chef, madame, du chef. Ah ben, oui, où avais-je le chef? Rien d'autre, madame? Non, excusez-moi. Madame.
Je l'aurai un jour, je l'aurai. On dirait que ça se couvre. C'est pas dit. Je te dérange pas? Jamais. Tout va? Tout. J'ai une nouvelle pour toi. Bonne? Je crois. Tant mieux. Je suis devenu plus intelligent que toi. Ah bon? Oui. Quand c'est arrivé? Ben, il y a une bonne heure, disons 1h30. Ah, c'est tout récent. Tu es le premier à le savoir. Ça me touche. C'est normal. Tu es mon frère. C'est vrai. Aîné en plus. Beaucoup. Quoi? Je veux dire, tu es devenu beaucoup plus intelligent que moi. J'ai l'impression. Tant qu'à faire. Oh, tu sais, ça faisait longtemps que j'en avais envie. Hein. Eh bien, ça se voyait pas. Depuis l'âge de 5 ans. Ah oui, ça fait un bail. Tout le monde, je me disais, André, il est drôle, il n'est pas de tout le monde, il n'y a que lui qu'on écoute. Mais un jour, ce sera moi. Je vais arriver à faire mieux que lui. Enfin, aussi bien dans un premier temps, puis très vite mieux. Par étapes, quoi. Exactement. Ça fait donc 34 ans que tu veux devenir plus intelligent que moi. Oui. C'est énorme. J'ai traîné, lambiné même. Oui, ça devait te faire peur. Très. J'arrivais pas à m'y mettre. Et pourtant, j'en crevais d'envie. Ah, surtout après les repas le dimanche chez mamie, quand tout le monde m'appelait Concon. Tu t'en souviens? Très bien. On t'appelait comme ça aussi à l'école, non? Oui, et au catéchisme. C'est pour ça. Je me lançais quand même dans un sacré boulot. Tu parles. Et puis, il y a quoi, 6 mois, j'ai décidé de sauter le pas. Comme ça, d'un coup. Non, ça m'a pris un soir quand je t'ai vu à la télé parler de ton dernier livre. Tiens. Oui, quand je t'ai entendu parler des colères de l'oncle Pierre, de la pêche aux grenouilles, de la petite Lisette qui se griffait les genoux, et puis la noyade de mamie, ben, je me suis dit, mais quand même, j'aurais pu raconter tout pareil, je connais tout ça par cœur. Et même en plus, l'accident de voiture du charcutier, que tu as oublié, entre parenthèses. Ah, le gros Paul. Oui, exact. Parce que quoi? Ton enfance, c'est aussi mon enfance à 2 ans près. Enfin, je veux dire, à 2 ans de plus que moi. Enfin, à 2 ans. Ouais, tu veux dire que je suis né 2 ans avant toi. Voilà, exactement. Alors, quand j'entendais le journaliste qui disait sans arrêt, on est saisi par la justesse, ou ce souvenir bouleversant, ou la finesse de l'évocation, mais je me suis dit, quand même, Jacques, quand même, l'intelligence, c'est pas la mer à boire. Vas-y, saute. Et j'ai sauté. Tu veux dire, tu as écrit? Pile. J'ai commencé par l'accident du charcutier, justement. Et puis mon patron l'a lu. Tu connais mon patron? Non, je ne crois pas. Oui, un type très fin, très sensible. Il a commencé tout petit en travaillant ses abdos et maintenant il a 3 salles de gymnastique. Ah oui, en effet. Il t'admire beaucoup d'ailleurs. C'est quand je lui ai dit que j'étais ton frère qu'il m'a engagé au talcage. Ah bon? Il m'a dit, le frère du grand écrivain André Lamotte ne peut rester sans travail. Vraie admiration pour toi. Je suis flatté. C'est pour ça. Comme j'avais pigé qu'il aimait bien tes livres et que c'est grâce à toi, en quelque sorte, que je talquais les agrès chez lui, je me suis dit, je vais lui faire lire l'accident du charcutier. Bonne idée. Il a aimé. Il a été formidable. Il m'a dit, Jacques, tu devrais commencer par le début. Le début? Étudier, apprendre à lire avant d'écrire. Ouais, il a l'air bien, ce type. Mais oui, je l'ai dit. Très fin, très subtil.
Alors bien sûr, je l'ai écouté et j'ai lu. Mais attention, hein. J'ai tout lu. Très bien. Tout. La rhétorique, la logique, les paradoxes, la satire, le raisonnement, la pensée abstraite, tout. J'ai rien laissé passer au hasard. Même des trucs pas indispensables pour l'intelligence, je les ai bossés. Comme les sentiments, par exemple. Tu as bien fait. Oh que oui. C'est que tu es une pointure. Je me disais sans arrêt, ce serait trop bête si j'arrivais à lui mettre 3 longueurs, je sais pas moi, en dialectique, et que lui tout à coup bifurque sur l'amour ou la haine, je suis marron. Bien sûr. Remarque, les sentiments, ça m'a bien plu. C'est vrai, c'est très amusant, les sentiments. Et puis, il y a beaucoup moins à apprendre que pour l'intelligence. Ça, je me rends pas bien compte. T'en as une dizaine qui comptent, pas plus. La pitié, l'envie, la jalousie. Tiens, la jalousie. Ah, c'est quelque chose, hein. Il est costaud, celui-là. Mais oui, c'est un gros. 2 bouquins. Épais comme ça. Attention, pas l'envie, juste la jalousie. Ça ne m'étonne pas. Ben, je peux te les réciter par cœur. Les 2. Bravo. Oui, je t'avoue, je suis pas mécontent. Et moi donc? C'est ce que je me suis dit. Pour une fois, il va être fier de moi, le frère aîné. Tu peux le dire. Bien. Maintenant, je vais aller l'annoncer aux parents. Oh, ça va les surprendre. Probablement, oui. Même peut-être leur faire de la peine. De la peine? Et j'en ai peur. Mais pourquoi? Jacques, maintenant que tu es plus intelligent que moi, je me sens plus libre de te dire que papa et maman... Vas-y. Ben, ils m'ont toujours préféré à toi. C'est bien normal, dis donc. Il n'y avait pas photo. Ils allaient tout de même pas préférer Concon. C'est pour ça, quand ils vont apprendre que leur fils préféré est moins intelligent que Concon, j'ai peur que ça les attriste. C'est pas faux. Toi qui connais bien les sentiments. Oui, justement, j'étais en train de les faire défiler dans ma tête. J'hésite entre pitié ou compassion. Ou générosité. Mais enfin, je ne suis pas un spécialiste. Générosité est une vertu, pas un sentiment. Ah, excuse-moi, mais je t'avais prévenu, je suis pas un spécialiste. Mais ça va pas mal, générosité. Ça va bien pour ce cas précis. Je crois que je vais m'en servir pour ne rien leur dire. Comme tu le sens. Ben, c'est que pour moi, l'intelligence, c'est tout nouveau, tout beau. Alors forcément, j'ai envie de la montrer, de me promener avec devant tout le monde, de faire vrombir le moteur. C'est humain. Myriam, peut-être? Ton ex-femme? Oui, je pourrais aller le lui dire à Myriam. Si on a une à qui ça pourrait faire plaisir, c'est bien elle. Tu crois? Mais oui, savoir que finalement, elle n'a pas vécu pendant 10 ans avec un total crétin comme elle l'a dit au juge, je pense que ça sera un vrai soulagement pour elle. Ça voudra dire qu'elle ne s'était pas tellement trompée en se mariant avec moi. Oui, mais ça voudra dire aussi qu'elle s'est trompée. Comment ça? Ben, en te quittant. C'est pas faux. Tu sais, je la connais bien, Myriam. Je sais. Et je l'aime beaucoup. Bien sûr, sinon tu ne l'aurais pas épousée. C'est pour ça que je me permets de prévoir sa réaction. C'est logique. Il me semble. C'est ce que j'ai préféré apprendre, la logique. Oh, j'ai tout de suite accroché. Je l'ai étudié comme du petit lait. Eh bien, ça se sent. Ah, je ne vais rien dire à Myriam, pas un mot. Je vais même éviter de la voir pour qu'elle ne risque pas de s'en rendre compte. Ça pige si vite, les femmes. Oui, c'est mieux pour elle. Merci la logique, merci pour Myriam, et merci pour mon patron. Ton patron? Ah, excuse-moi, ça va trop vite, hein. Ça, tu vois, je maîtrise pas encore tout à fait. J'oublie une fois sur deux de ralentir le réacteur, alors forcément, j'en laisse toujours 1 ou 2 sur le carreau. Désolé. Je t'en prie. Tu y es? Vas-y. Par contre, il me semble aussi logique que j'aille... Ça va?
Bien assis dans la fusée? J'ai l'impression. Parfait. Il me semble aussi logique que j'aille en parler à mon patron. Oh putain, le choc! Oh, mais je vois d'ici ses abdos, le petit frangin, le talqueur d'Agrès, devenu tout d'un coup plus musclé dans la tête que toi. André Lamotte, son grand homme. Mais le cul sur le tapis, monsieur Lasvado, le cul sur le tapis. Il va te virer. Quoi? Là, je suis catégorique, Jacques. Tu veux dire qu'il va me mettre à la porte? Mais il n'a pas le choix. Comment veux-tu qu'un type que tu dis toi-même sensible, subtil... Fin surtout, très fin. Oui, enfin, laisse un poste de talqueur d'Agrès au milieu d'imbéciles suspendus à des barres parallèles à un cerveau comme toi? Mais il ne le supportera pas. Merde! D'autant qu'il est un peu responsable. Mon patron? Ben, si t'avais pas poussé à apprendre à lire, ben, tu n'en serais pas là. Juste, putain, juste. J'ai même peur qu'il se sente coupable vis-à-vis de moi. Et ça, je risque de le payer cher. Et chômage immédiat. Bon. Alors, motus et bouche cousue. Et je crois que c'est la sagesse. Sagesse. Comportement éloigné des audaces ou des outrances. Tempérance, réserve et discernement dans ses actions. Connaissance et sciences telles que les concevaient les anciens. La sagesse est un bien, l'ignorance un mal. Platon. Le doute est le commencement de la sagesse. Aristote. Le vrai courage, c'est la sagesse. Euripide. Le plus sage est celui qui ne pense point à l'être. Boileau. Le monde avec lenteur marche vers la sagesse. Voltaire. Impressionnant. Cacher tout ça, c'est quand même dommage, non? Oh, c'est aussi beau quand ça reste à l'intérieur. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est que ça se voit, comme toi. Qu'on m'écoute, qu'on soit content quand j'arrive, qu'on me pose des questions, qu'on m'invite avec des gens de la télé, que la famille me téléphone. Pas tous les jours, bien sûr, mais un peu quand même. Que j'ai des amis, des relations, des philosophes qui aient envie de me voir, qu'on voit bien que je suis ton frère. Enfin, devenu ton frère. Enfin, je veux dire, à égalité. Même plus, au-dessus de l'égalité. Tu sais, Jacques, au point où tu en es arrivé, je me demande même si c'est nécessaire que tu parles. Ah bon? Oui, tu es tellement loin devant, tellement haut. Je me rends pas toujours bien compte, hein. C'est comme pour le réacteur. Je maîtrise pas encore tout à fait. Eh bien, je te le dis. Il vaut mieux que je la ferme, tu crois? Mais ce serait plus fort, plus rare. C'est pas faux. J'ai eu l'impression. Bon. Ben, je vais y aller. Encore bravo, Jacques. Ah, dis donc, j'y pense. Ça ne t'a pas peiné que je te le dise? Oh, tu plaisantes. Parce que peut-être qu'avec toi aussi, j'aurais dû me taire. Tu es sûr, ça ne te dérange pas de savoir que je suis plus intelligent que toi? Pas du tout. De l'apprendre de ma bouche, en plus. Alors écoute, je préfère de loin l'apprendre par toi que par n'importe qui d'autre. Hein. Après tout, tu es mon frère. Aîné, en plus. C'est pas faux. Tout va? Tout. Je ne t'ai pas dérangé. Tu ne me déranges jamais. C'est vrai? C'est pas dit que ça se couvre? Mademoiselle, Madame? appelez-moi la directrice. Tout de suite, madame.
Madame, vous m'avez fait demander. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, c'est... C'est un escargot. Un escargot dans ma salade. Et dans un palace, c'est un scandale. Non. Comment non? Un escargot, c'est beaucoup plus... C'est une limace. Vous êtes sûr? Regardez vous-même, madame. C'est exact. Rien d'autre, madame? Non. Excusez-moi. Madame. Je l'aurai. Un jour, je l'aurai. C'est ici le change? Parfaitement, monsieur. Que puis-je pour vous? Je voudrais changer d'opinion. Bien sûr. Vous voulez changer d'opinion sur le monde en général? Les femmes, le nucléaire, l'intégrisme dans l'islam? Non, sur mon beau-frère. Sans problème, monsieur. Voilà, je le trouve formidable. Ah. Non, mais vraiment formidable. Il est grand, blond, drôle. Il parle le kurde, le coréen, l'afghan. C'est un as du canoë-kayak. Bref, il m'épate et ça finit par m'étouffer un peu. Mais vous me parlez bien de votre beau-frère Henri, celui qui se teint. Ah bon? Henri se teint? Oui, remarquez, c'est normal. C'est ce que font la plupart des gens à leur sortie de prison. Ils ont envie d'avoir une nouvelle tête. Ah, pas parce qu'il a fait de la prison. 12 ans. Détournement de fonds, trafic de drogue, coups et blessures sur un vieillard et flagrant délit d'exhibitionnisme devant la maternelle du lycée Condorcet. Oh non, 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 ce n'est pas possible, non. Votre femme ne vous en a jamais parlé? Mais non. Geneviève est au courant? Oh, écoutez, sûrement. Ça fait 6 ans qu'ils couchent ensemble. Oh, le salaud! Non. Je dirais plutôt l'ordure. Oui, mais enfin, ça n'empêche pas de subjuguer tout le monde au canoë-kayak. Mais ce n'est pas lui qui rame. Quoi? Non. C'est un nain caché au fond du bateau et qui pédale. Un nain dopé. Oh, le pauvre! Oh, le pauvre! Eh oui. Ah, je vous remercie de m'avoir si vite ouvert les yeux sur mon beau-frère. C'est mon métier, monsieur. Mais vous êtes formidable. Mais non, mais non. Ah, si, je vous assure, vous m'avez épaté. Vous êtes grand, élancé, intelligent, et je suis sûr que vous faites très bien de la planche à voile. Quand je vois des hommes comme vous, je me sens peu de choses. Ça m'étouffe. J'aurais peut-être dû lui dire que je me biture tous les soirs après le turbin.